Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais corriger avec vous un exercice super intéressant qui permet d'appliquer les deux notions qu'on a vues dans les vidéos précédentes, des notions de cours, notamment sur le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis. Et donc cet exercice en particulier, il va appliquer le théorème de Rolle pour démontrer une propriété très intéressante qu'on va voir en question 3 à la fin de la vidéo, qui est la propriété de L'Hopital, ou le théorème de L'Hopital. Donc les amis, comme d'habitude, si vous appréciez ce format de vidéo, si vous appréciez la qualité d'explication, la qualité pédagogique de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je vous rappelle que j'ai créé un nouveau compte Instagram suite au piratage de mon ancien compte, donc n'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner à ce compte-là, il s'appelle matchflix.fr, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et sur ce lien, sur ce nouveau compte Instagram, je vais essayer de publier très régulièrement des posts en fait qui vont être soit des corrections d'exercices que je partage avec vous en vidéo sur YouTube, soit également des petites vidéos courtes ou des conseils. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner à ce compte Instagram, évidemment en plus de votre abonnement à ma chaîne YouTube. C'est très important pour moi, ça permettra de faire gagner en visibilité tout le travail qui est fait et fourni sur cette chaîne. N'hésitez pas les amis également, si vous appréciez ma façon d'expliquer, si vous souhaitez un cours particulier individuel ou collectif, à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com qui est mon adresse mail pour m'expliquer votre situation, votre niveau, et je vous proposerai par la suite d'intégrer un de mes groupes collectifs ou par exemple un cours individuel si vous êtes intéressé. J'organise également, si vous êtes intéressé par des stages ponctuels, des stages de remise à niveau, d'approfondissement mathématique, ou en physique-chimie aussi. N'hésitez pas également à me suivre sur Telegram, vous trouverez le lien sur Telegram en description. N'hésitez pas également à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien en description. Et donc on va commencer la résolution de cet exercice. Évidemment, n'hésitez pas à n'importe quel moment à mettre sur pause, essayez de faire par vous-même l'exercice et puis à consulter la correction si jamais vous n'arrivez vraiment pas et que vous n'avez pas de piste. Évidemment, vous pouvez toujours regarder pour confronter ou comparer votre façon de répondre aux questions à la mienne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les difficultés ou les moments où vous avez bloqué ou potentiellement les choses que vous aurez mal compris dans mon explication. Et donc, on va commencer la résolution de l'exercice. Donc, dans cet exercice, on va considérer donc un couple de réels A et B, d'accord, tel que A est inférieur strictement à B. Et on va considérer f et g deux fonctions, deux applications continues sur AB, deux fonctions continues sur AB fermées, qui sont dérivables sur AB ouvert, telles que, quel que soit x appartenant à AB ouvert, la dérivée, g' de x, sa fonction dérivée, ne s'annule pas, donc sur l'intervalle AB. Et donc la première question concerne la démonstration que g de B moins g de A est différent de 0. Donc, comment, sachant ces informations-là, je peux démontrer que finalement g de B ne peut pas être égal à g de A, que g de B moins g de A ne peut être nul, sachant que g' de x est différent de 0. Donc ici, c'est une question qui est assez classique en réalité, qui ne présente pas beaucoup de difficultés dès lors que vous avez compris les chapitres que j'ai développés ou que j'ai détaillés précédemment, les vidéos que j'ai détaillées sur notamment le théorème de Lemme de Rolle ou le théorème des accroissements finis. C'est quelque chose qui peut-être va nous permettre ici de résoudre cette question. Donc, si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à mettre sur pause, essayez de revoir ce que c'est que la propriété de Rolle, essayez de l'appliquer dans ce cas de figure en particulier. Donc ici, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a? Si on veut l'appliquer à la fonction g, si on veut essayer de connecter l'application g à ce théorème de Rolle, g est une application continue. G est une application qui est continue sur l'intervalle AB, d'accord? Dérivable sur AB, ouvert, d'accord? Et donc, puisqu'elle est continue, elle est dérivable sur AB, alors, d'après le théorème des accroissements finis, qu'est-ce qu'on peut écrire? Théorème des accroissements, d'après le théorème des accroissements finis, qu'est-ce qu'on peut écrire? Eh bien, on peut écrire tout simplement qu'il existe un élément C appartenant à AB ouvert, tel que f de
bah, du coup ici c'est G en fait, donc tel que G de B moins G de A est égal à G' de C, d'accord, nombre dérivé de nombre C qui se trouve à l'intérieur, fois B moins A, d'accord, fois B moins A. Et ici, en fait, donc déjà, on a fait apparaître notre fameux G de B moins G de A. Mais du coup, on nous dit qu'il faut démontrer que c'est différent, G de B moins G de A, est différent de 0, justement. Donc, j'ai l'expression de G' de C ici. Par ailleurs, comme on sait, on sait que, quel que soit x appartenant à AB ouvert, G' de x est différent de 0, n'est-ce pas? D'où G' de C est forcément non nul, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Évidemment, puisque C appartient à AB ouvert. Et B moins A est différent de 0 à son tour. Pourquoi? Parce que A est strictement inférieur à B. Donc B moins A, la différence ne peut pas être nulle. D'où G de B moins G de A, et donc ne peut pas être nul. G de B moins G de A est différent de 0. Donc voilà pour la démonstration de cette première, la réponse à cette première question à laquelle on a répondu en recourant à ce théorème des accroissements finis. La deuxième question est très intéressante également. Donc qu'est-ce qu'on nous demande à la deuxième question? On nous demande de prouver l'existence d'un nombre C, d'un réel C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que f de B moins f de A sur G de B moins G de A égale f' de C sur G' de C. Donc, ici les amis, comment est-ce qu'on peut réfléchir? F de B moins f de A sur G de B moins G de A égale f' de C divisé par G' de C. Donc on a une dérivée qui est au numérateur de cette fonction, on a une dérivée qui est au dénominateur. Déjà, on ne peut pas penser à f sur G, à prendre une fonction comme f sur G, parce que la dérivée de f sur G, beaucoup d'élèves vont penser intuitivement à f sur G, mais la dérivée de f sur G, c'est f'G moins fg' sur G au carré. Attention, c'est pas f' sur G'. Hein. Je l'ai vu, j'ai vu certains élèves le faire et c'est horrible, hein. C'est pas ça. Donc ensuite, comment est-ce qu'on peut intervenir pour appliquer l'un des théorèmes? Vous vous doutez bien qu'il va falloir qu'on pense à l'un des théorèmes, soit des accroissements finis ou théorème de Rolle peut-être, puisque je vous dis que c'est un exercice qui vient appliquer ces deux théorèmes. Donc si je vous livre cet indice, c'est que forcément vous devez vous mettre à la recherche d'une fonction qui pourrait être l'objet de l'application de l'un de ces deux théorèmes. Mais du coup, cette fonction, qu'est-ce qu'elle serait? Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on réfléchit au brouillon, d'accord? Comment on peut réfléchir au brouillon à répondre à une telle question? Très simple. Alors, les amis, ici, donc, on a f de B moins f de A sur G de B moins G de A. On doit démontrer, en fait, qu'il existe un f de B, un C tel que f de B moins f de A sur G de B moins G de A, qui soit égal à f' de C sur G' de C, n'est-ce pas? Donc, ok, donc ici, bon, qu'est-ce que ça signifie? Je vais essayer de voir peut-être des équivalences à cette écriture qu'il me suffirait de démontrer. D'accord? Parce que c'est pas pratique, vous voyez bien que c'est pas pratique d'avoir une dérivée sur une autre dérivée, ça ne correspond à la dérivée de rien du tout. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais essayer de modifier l'expression cible pour pouvoir la simplifier et avoir quelque chose de plus comestible, j'allais dire, de plus cosmétique, de plus pratique. Donc, ça veut dire que G' de C fois f de B moins f de A égale à f' de C fois G de B moins G de A. Tiens. Ok. Et si je ramène, en fait, ce côté-là ici, le deuxième côté au premier côté, qu'est-ce qu'on obtient? Ça signifie qu'il suffit de démontrer que G' de C, qu'il existe un C pour lequel G' de C est facteur de f de B moins f de A, moins f' de C facteur de G de B moins G de A, égale 0. Souvent, les professeurs, ou dans les autres vidéos que vous allez voir sur YouTube, les professeurs vont vous donner la réponse. Moi, j'essaie de vous donner la façon de trouver la réponse, c'est-à-dire la piste qu'il faut suivre, les questions qu'il faut vous poser. Pour résoudre un problème, le plus important, c'est de se poser les bonnes questions. D'accord? Si vous vous posez les mauvaises questions, vous ne risquez pas de trouver la solution. Donc ici,
Le but, c'est de se poser les bonnes questions. Et la bonne question qu'on peut se poser, en l'occurrence ici, c'est comment pouvoir transformer cette cible, cet objectif, ce résultat qu'on veut obtenir, comment pouvoir le transformer en quelque chose de plus atteignable. Et donc, on va essayer de décortiquer le résultat qu'on doit obtenir pour pouvoir trouver quelque chose de plus simple. Donc, en réalité, ici, la question se porte sur C, c'est-à-dire qu'il faut prouver l'existence d'un tel C. Donc, pour prouver l'existence d'un tel C, il faut, en fait, ici, prouver que cette fonction est nulle. Et ça tombe bien. Cette fonction ici, cette expression, ça peut être peut-être la dérivée d'une autre fonction, puisque je vois ici qu'il y a une dérivée, qu'il y a une dérivée ici. Si je prends la fonction primitive de celle-ci, c'est-à-dire la fonction dont la dérivée est g' de x, facteur de f de b, moins f de a, moins f' de x, facteur de g de b, moins g de a. Essayez, mettez la vidéo sur pause, essayez de trouver une fonction dont la dérivée est celle-ci, par rapport évidemment à x. X ici, effectivement, ici c'est la valeur d'une fonction, on va l'appeler par exemple h de x, et ici c'est h' de c. Essayez de trouver cette fonction h, essayez de voir si cette fonction que vous allez construire ne vérifie pas, par exemple, le lemme de Rolle. Ça peut être sympa parce qu'on a un 0 ici, ça pourrait être sympathique de trouver une telle fonction. Donc c'est ce que je vais faire moi. Donc je vais revenir à mon propre et je vais considérer cette fonction. Donc soit x appartenant à l'intervalle AB, on considère la fonction h qui est définie de AB dans R et qui, à chaque x, tel que, je vais reprendre la fonction dont la dérivée c'est celle-ci, quoi, d'accord, tel que h' tel que h de x est égal, je vais prendre h de x égale g de x facteur de f de b moins f de a, moins f de x facteur de g de b moins g de a. D'accord? C'est ça ma fonction h. Très bien. Alors, première chose, là c'est surprise. Est-ce que cette fonction h vérifie les conditions de Rolle? Donc la fonction h est continue, d'accord? H est continue sur l'intervalle fermé AB. Dérivable, elle est continue parce que c'est une combinaison linéaire de fonctions continues. G et f sont continues, donc elle est continue. Dérivable sur AB ouvert, car elle est combinaison linéaire de fonctions qui sont dérivables sur AB. De plus, si vous faites, essayez de calculer, alors, non, c'est pas celui-là, celui-ci, changeons un petit peu l'épaisseur, de plus, si vous faites h de a, c'est égal à quoi? G de a facteur de f de a moins f de b moins f de a, moins f de a facteur de g de b moins g de a. Ok? Donc h de a, vous obtenez, si vous faites le développement, si vous développez, vous obtenez g de a facteur de f de b moins g de a facteur de f de a moins f de a fois g de b moins, ça fait plus f de a facteur de g de a. D'accord? Très bien les amis, donc ici, il y a des simplifications qui vont se faire. Parce que par exemple, on a ici moins f de a, g de b, non, f de a, g de a, ok. On a f de a, g de a, alors attendez, hop, g de a, f de a, ça c'est supprimé, je sais pas pourquoi. Moins g de a, f de a, plus f de a, g de a. Donc, si vous faites le calcul h de a, ça fait g de a, f de b, moins f de a, g de b. Ok? Ça, c'est le calcul de h de a. Si vous calculez h de b, donc
vous remplacez x par b dans l'expression de h, donc ça fait g de b facteur g de b facteur de f de b moins f de a, moins f de x, donc ça fait f de b, ici, facteur de g de b moins g de a. On va faire comme tout à l'heure, on va développer, donc on obtient g de b fois f de b, hop, moins g de b fois f de a, moins f de b fois g de b, moins ça fait plus, f de b fois g de a. Et donc, est-ce qu'il y a des simplifications à faire? Effectivement, alors attendez, oui, j'ai f de b, g de b, ça avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à la fin? Il nous reste f de b, g de a, moins g de b, f de a. Et ça, c'est h de b. Alors, eh ben, c'est exactement la même chose que h de a. Vous voyez? Donc, on a trouvé une fonction qui, à la fois, est continue sur AB, dérivable sur AB ouvert, et de plus, alors je vais revenir à mon stylet de base, donc, h de A égale à h de B, d'accord? Donc, d'après le théorème de Rolle, d'après le lemme de Rolle, d'après le lemme de Rolle, il existe forcément un C qui appartient à AB ouvert, tel que H' de C est égal à 0, n'est-ce pas? Or, H' de X, ben, donc, comme H' de X est égal à quoi? Si vous dérivez la fonction H, vous obtenez G' de X facteur de F de B moins F de A, G' de X facteur de F de B moins F de A, moins, c'est où, moins F' de X, facteur de G de B moins G de A. Donc, donc il existe finalement un C qui appartient à AB ouvert, tel que ce truc-là, H' de C, donc ça devient G' de C, facteur de F de B moins F de A, moins F' de C, facteur de G de B moins G de A, est égal à 0, n'est-ce pas? D'où, si je ramène le deuxième côté à droite, tac, et je divise, vous voyez la technique de simplification que j'avais faite dans l'autre sens au brouillon. Donc ça signifie qu'il existe C appartenant à B, tel que F de B moins F de A sur G de B moins G de A est égal à F' de C divisé par G' de C. Et voilà donc les amis le résultat qu'il fallait démontrer. D'accord? Voilà le résultat qu'il fallait démontrer. Ok, très bien. Super. Vous avez bien vu comment la technique, comment j'ai pu simplifier ce qui était demandé, l'objectif, j'ai pu le décortiquer et j'ai pu trouver une façon de l'écrire qui était plus atteignable en termes, enfin plus accessible. Voilà. Et enfin, la dernière question, c'est la question la plus intéressante. En fait, c'est une question hyper pratique, puisque c'est la démonstration du théorème de l'hôpital, ou la technique de l'hôpital qui permet de calculer plus facilement certaines limites. Donc, dans cette question, on considère f et g qui sont deux fonctions dérivables sur un intervalle AB, telle que la limite lorsque x tend vers a de f égale à la limite lorsque x tend vers a de g qui est égal à 0, donc les deux limites sont nulles. G évidemment et g' ici ne s'annulent pas sur AB, et f' sur g' admet une limite petit l en R. Il faut montrer que f de x sur g de x admet une limite dans R, et il faut l'exprimer en fonction de L. Alors, ici les amis, on est dans un exercice, donc un exercice où on a des questions qui vont se suivre. Les questions qui se suivent dans un exercice, elles ne se suivent pas pour rien, d'accord? Dans 90% des cas,
on doit utiliser le résultat obtenu à la question précédente pour faire la question actuelle, d'accord? Donc, on n'a pas démontré justement cette égalité ici à la question 2, l'existence d'un C qui permet de dire que f' de C sur G' de C est égal à f de B moins f de A sur G de B moins G de A, sans que ça n'ait d'intérêt dans la démonstration de la question suivante. Donc c'est la première, on va dire, réflexion stratégique qui me vient en tête et qui doit vous venir en tête également, c'est qu'on ne fait rien pour rien. On ne fait pas de questions intermédiaires sans que la finalité ne soit l'utilisation de cette question. Ça n'est pas une règle absolue, évidemment. Dans certains problèmes, dans certains exercices, etc., on peut traiter tout à fait d'une manière indépendante les questions. Mais souvent, si on introduit des notions, c'est qu'il faut les utiliser ou que c'est plus pratique ou plus simple de les utiliser pour pouvoir démontrer. Donc là, j'ai perdu beaucoup de temps en parlant de ça. J'espère qu'entre-temps, vous avez un petit peu réfléchi. N'hésitez pas à mettre sur pause, comme je vous le recommande à chaque fois. Essayez de voir, essayez de connecter les compartiments, essayez de faire par vous-même. Donc ici, on a deux fonctions. Une fonction f qui est définie sur A, B, ouvert, qui tend vers 0 lorsque x tend vers A. Donc A+, puisqu'on est à l'intérieur. On tend vers A en étant à l'intérieur, donc on est à droite de A. Et la fonction g se comporte de la même façon, avec en plus l'information que g et g' ne s'annulent pas sur AB. Et la fraction, le quotient f' sur g' admet une limite petit l qui appartient à R en A. Ok, donc comment est-ce qu'on peut raisonner? Comment est-ce qu'on peut raisonner? Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la limite lorsque x tend vers A de f de x sur g de x, n'est-ce pas? C'est ça qu'on cherche. D'accord? Donc, 3. On cherche la limite lorsque x tend vers A de f de x sur g de x. D'accord? Ok. Donc, ici, trouvons la limite lorsque x tend vers A de f de x sur g de x. Ok, très bien. Donc, on va considérer un x. Donc, soit un x qui appartient à AB, d'accord, ouvert, d'accord. Très bien. Donc, on va simplifier au voisinage de A. Je ne suis pas obligé de l'écrire, mais on va considérer ça comme ça, parce qu'on va le faire tendre tout à l'heure vers A. Ok. Alors. Ok. Donc, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'on va essayer d'utiliser peut-être le résultat précédent, mais on va l'utiliser sur l'intervalle AX, puisque, donc, si l'on utilise le résultat précédent à la fonction aux fonctions plutôt f et g, sur l'intervalle AX. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il existe un C qui appartient à cet intervalle AX. Alors, dans la mesure où tout à l'heure, je vais faire tendre X vers A, ce C il va dépendre de X, n'est-ce pas? D'accord? Il existe un C qui dépend de X, parce que c'est quelque chose qui va s'appliquer quel que soit, en fait, quel que soit X. Donc, il existe un C qui dépend de X, un nombre C. Pour l'instant, pour ne pas vous perturber, je vais écrire juste C, après je vais rajouter C de X. Vous comprendrez pourquoi. Il existe un C qui appartient à X, à cet intervalle, pour lequel f de X moins f de A sur G de X moins G de A. J'ai juste substitué à B tout à l'heure X, parce que l'intervalle c'est AX, d'accord, égale un certain f' de C sur G' de C, n'est-ce pas?
Vous êtes d'accord avec moi? Il existe un C, tout simplement. Je l'ai démontré tout à l'heure. Je viens de le démontrer, tout juste. Donc, il existe un C qui appartient à X ouvert, tel que f de X moins f de A sur G de X moins G de A est égal à f' de C sur G' de C. Alors, lorsque X tend vers A, n'est-ce pas? Si je veux faire tendre X vers A, si j'approche X de A, comme C se trouve à l'intérieur de l'intervalle AX, C tend également vers A. C tend également vers A. D'accord? Donc vous voyez bien que C va avoir une tendance vers A, donc va varier, va pouvoir s'approcher de A. Donc C, ça n'est pas une constante, c'est une fonction qui va tendre vers A. Donc plutôt que d'écrire C, on peut l'écrire C comme ça, mais je préférerais qu'on écrive C de X. D'accord? Donc plutôt que d'écrire C, je vais écrire C qui dépend de X, un élément C qui dépend de X qui appartient à AX, tel que f de C de X, tel que f de X moins f de A sur G de X moins G de A égale f' de C de X sur G' de C de X, ici. D'accord? Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on constate alors? Si on veut faire tendre X vers A, comme c'est quoi la limite lorsque X tend vers A de la deuxième partie, c'est-à-dire de f' de C de X sur G' de C de X, d'accord? Le C de X tend vers A, d'accord? Donc, lorsque X tend vers A, C de X tend vers A. Et c'est quoi la limite de f' sur G' en A? Si vous reprenez l'exemple, enfin l'énoncé plutôt, si vous remarquez, f' sur G' admet une limite L en A, d'accord? Donc la limite ici, ça va être L, tout simplement. Parce que X tend vers A, ça veut dire C tend vers A aussi, et donc cette limite est égale à L. D'où, comme ça c'est égal à cette différence, d'où la limite lorsque X tend vers A de f de X moins f de A sur G de X moins G de A est égale à L aussi. D'accord? Est égale à L. Voilà les amis. Donc, la limite du quotient f de X moins f de A sur G de X moins G de A est égale à L. Mais comme, donc ici, évidemment, je suppose que f est continu et défini sur AB. Bon, on a pris la limite lorsque X tend vers A, d'accord? Donc, du coup, ici, comme f de A, on a comme information supplémentaire ici, vous voyez, la limite de f en A égale la limite de G en A égale à 0, n'est-ce pas? Donc, f de A ou la limite de X, la limite en A, c'est égal à 0. Donc, ici, on peut écrire tout simplement la limite lorsque X tend vers A de f de X sur G de X est égal à L. Voilà les amis. Et ça s'appelle le théorème de L'Hopital. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais ne savent pas le démontrer. Ils le connaissent parce qu'il est pratique, il donne un critère de convergence, un critère de limite. Et donc, voilà sa démonstration. Et comment on l'a fait, comment on l'a conduit à l'aide du théorème de Rolle et du lemme de Rolle et du théorème des accroissements finis. Donc, je récapitule. Lorsque vous avez deux fonctions qui sont définies sur des intervalles fermés, a fortiori, qui sont par exemple qui sont définies continues sur AB fermé, dérivables sur AB ouvert. Si vous avez la limite lorsque x tend vers A de f de x est égal à 0, la limite lorsque x tend vers A de g de x est égal à 0, f de A égale f de b égale à 0, ça peut être le cas aussi. Si vous avez la limite lorsque x tend vers A de la dérivée de f sur la dérivée de g qui est égale à L, alors la limite de la fraction elle-même f sur g lorsque x tend vers A est égale à L aussi. Et vous avez vu dans cette vidéo la démonstration de ce fameux théorème en utilisant la propriété des accroissements finis et le lemme de Rolle.
Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par vos likes. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire à monir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours individuels ou collectifs. Vous trouverez également mon mail en description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Vous trouverez le lien en description. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.